À la une ce soir, l'ouverture du 10e Forum mondial de l'eau en Indonésie. L'eau pour une prospérité partagée est le thème cette année. Le Mali y prend part à travers le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Les enjeux de ce forum pour le Mali avec nos envoyés spéciaux à Bali dès l'entame de ce journal. Où est parti le panier de la ménagère, cet ustensile traditionnel pour faire des courses? De nos jours, les femmes utilisent de plus en plus de sachets plastiques au détriment du panier. Ces sachets, pour la plupart non biodégradables, sont nuisibles pour l'environnement et même pour les animaux. Saviez-vous que les Dogons sont généralement des cousins à plaisanterie entre eux? Et oui, en plus d'être cousins avec d'autres groupes ethniques comme les Bozo, les Sourins ou Tamashek, le cousinage à plaisanterie est développé entre les non-villages et contrées Dogons, un cousinage qui peut parfois aller jusqu'aux interdits. Nous allons découvrir ensemble cette autre page du grand livre de l'univers fascinant Dogon. Cette édition vous plongera également dans l'univers de la mode. La nuit du textile africain, première édition, s'est tenue ce samedi soir à Bamako. Ce rendez-vous de l'art a regroupé des stylistes, designers, modélistes, mannequins d'une quinzaine de pays africains autour du riche patrimoine textile africain. C'est une initiative de Marie Kaba de la haute couture. Vous avez raison de nous choisir pour vous informer. Bonsoir, bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par le 10e Forum mondial de l'eau qui s'est ouvert hier à Bali en Indonésie. L'édition 2024 se tient autour du thème « L'eau pour une prospérité partagée ». Le Mali est représenté par une forte délégation conduite par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Quels sont les enjeux de ce forum pour le Mali? Éléments de réponse de nos envoyés spéciaux, Khadijatou Kone et Alou Bekone. Bali, cette ville de l'Indonésie avec plus de 4 millions d'habitants, reçoit le monde entier pour le 10e Forum mondial de l'eau qui va durer une semaine. Ce sommet se tient à un moment où les statistiques révèlent que plus de 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde. Un chiffre alarmant qui incite à attirer l'attention des décideurs sur les défis et enjeux liés à l'eau. La rencontre rassemble de nombreux acteurs politiques, institutionnels, bailleurs, privés, organisations de la société civile, agences intergouvernementales, acteurs de la recherche qui partageront leurs connaissances, leurs expériences et leurs pratiques sur un large éventail de sujets liés à l'eau. Au Mali, donner de l'eau potable à tous est l'une des priorités du président de la transition. À travers ses œuvres sociales, Colonel Assimi Goïta a mis à la disposition des populations à ce jour plus de 340 forages à travers le pays. À cette action s'ajoute la politique gouvernementale visant à faciliter l'accès à l'eau potable aux Maliens, notamment en milieu rural et périurbain. À ce forum de Bali, le Mali est donc représenté par une forte délégation conduite par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Notre pays a l'occasion de porter un message fort sur l'eau à ce grand rendez-vous qui a pour thème « L'eau pour une prospérité partagée ». Pour rappel, le manque d'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement reste la première cause de mortalité dans le monde. Le Forum de Bali souhaite ainsi une synergie d'efforts pour mettre fin à cette problématique liée à l'eau. Le Mali, à l'instar des autres pays, célèbre demain 20 mai 2024 la Journée mondiale de la météorologie. Dans son message adressé au nom de sa collègue des Transports et des Infrastructures, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissements invite les Maliens à œuvrer pour la promotion de la météorologie, à la réduction de la pollution de notre environnement. Fademba Keita nous fait la synthèse du message suivant. La Journée mondiale de la météorologie, née de la signature de la Convention du Mètre en 1875, nous invite à poser les fondements d'un système mondial de mesures appropriées, essentielles, non seulement pour les découvertes et les innovations, mais aussi pour la production industrielle. Le thème de cette année, la durabilité, est l'occasion pour plus de 80 pays de veiller à l'amélioration et à la protection de notre cadre de vie. Le thème choisi cette année 2024 est la durabilité. En effet, ce thème a été choisi afin d'attirer l'attention des décideurs politiques sur le rôle que la météorologie joue dans la réalisation d'une économie et d'un environnement durable à l'échelle mondiale
et internationales. La mesure de la consommation énergétique dans les industries, les bâtiments et les transports, la gestion des ressources naturelles dans l'agriculture, l'élevage, la pêche, la sylviculture, la foresterie, l'identification des sources de pollution et la définition d'objectifs de protection de l'environnement sont indispensables pour la réalisation d'une économie et d'un environnement durable. Le ministre tient au renforcement du cadre législatif à travers l'application de la loi du 4 février 2016. Cette loi institue le système national de métrologie conforme aux normes communautaires et internationales. Cette journée me donne l'occasion de saluer le rôle de tous ceux qui travaillent dans les structures publiques et privées et les laboratoires de métrologie. Il nous donne l'assurance que tout ce que nous consommons ou utilisons sont conformes aux normes de qualité et de quantité requises. Je saisis également cette occasion pour inviter tous les détenteurs d'instruments de mesure, particulièrement ceux évoluant dans les domaines des transactions commerciales, de la production industrielle, de la santé et de la protection de l'environnement, à adhérer aux exigences de la météorologie pour la fiabilité des mesures et de leur conservation. C'est en novembre 2023 que l'Assemblée générale de l'UNESCO, lors de sa 42e session, a proclamé officiellement le 20 mai de chaque année, Journée mondiale de la météorologie. Autre actualité, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a présidé la cérémonie de remise des prix du concours sur la transformation numérique. Cette compétition a regroupé 9 universités et 3 startups du 5 au 12 mai. Il s'agit d'inciter les jeunes à agir dans le domaine du numérique et révéler des talents. Au finish, le premier prix sur l'intelligence artificielle a été remporté par la FST et Mali Robot remporte le premier prix sur la robotique. Almouzer Al-Kamisa Yatara. La cérémonie de clôture de la 3e édition de la compétition La transformation numérique qui vise à révéler des talents dans les milieux scolaires, universitaires et celui des startups a été marquée par la présentation sur la cybercriminalité, suivie de la remise des trophées et enfin des attestations aux lauréats. Il s'agit de la FST pour le premier prix, Intexip, deuxième prix et Aïtma pour le troisième prix. Côté start-up, Malibot sort avec le premier prix, suivi de Equinox, deuxième prix et la troisième place pour Sirtech. Nous sommes en négociation avec des partenaires pour obtenir une bourse de 2 ans pour les lauréats de l'université et de 2 mois pour les start-up. Et cela dans un environnement anglo-saxon où nous pensons que la culture de l'entrepreneuriat est beaucoup plus dynamique et apportera un gain inestimable à ces jeunes talents. Souveraineté numérique était le thème de cette 3e édition. Les lauréats ont présenté des projets sur l'intelligence artificielle et la robotique. Quand vous avez un thème qui est placé par rapport à la souveraineté, et aujourd'hui nous savons qu'est-ce que cela dénote et qu'est-ce que cela représente pour le peuple malien, et notamment les premiers responsables, le colonel Assimi Goïta, donc qui en a fait son cheval de bataille aujourd'hui. Donc j'ai vraiment demandé à la jeunesse de mettre son ingéniosité, sa connaissance et sa curiosité. Et j'ai apporté ici aussi tout le soutien du gouvernement, avec à sa tête le colonel Assimi Goïta, président de la transition, le premier ministre Choguel Kokala Mega et l'ensemble de mes collègues de gouvernement. Ce n'est pas pour rien que le président de la transition a ouvert cette année une école de l'intelligence artificielle, parce que le président s'est rendu compte que nos jeunes étaient brillants dans tous les forats internationaux. Tout en félicitant les lauréats du concours sur la transformation numérique, le ministre Alhamdou Aguilien a également invité les jeunes à une bonne utilisation de ces précieux outils, les numériques, pour le bien du pays. Plus de 351 millions de francs CFA, c'est le coût global d'un périmètre maraîcher et d'un mini-barrage qui viennent d'être réceptionnés à Guindo dans le cercle de Baraouli. Ces 2 infrastructures ont été financées par la Banque mondiale dans le cadre du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel Paris. La cérémonie de remise officielle était présidée par le ministre de l'Agriculture. Reportage Kandesila. Guindo, ce 16 mai reste gravé dans l'histoire de cette localité du cercle de Baraouli avec l'inauguration officielle par le ministre de l'Agriculture du périmètre maraîcher au profit des femmes
et la réception des mini-barrages. Ces deux infrastructures ont été réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel, PARIS, un projet financé par la Banque mondiale. L'aménagement de ce bas-fond a coûté 172 millions de CFA. Et il y a aussi le périmètre maraîcher qui a coûté à peu près 177 millions. Ce sont des investissements importants, mais qui permettent vraiment de changer la dynamique auprès de ces communautés. Donc en termes de nutrition, en termes de production alimentaire et tout. L'importance de ce périmètre n'est plus à démontrer. Nous étions dans des difficultés et ce périmètre va nous permettre de résoudre ces difficultés. Le périmètre maraîcher sécurisé de 5 hectares comprend entre autres des champs solaires, 5 forages et concerne 150 bénéficiaires directs. Quant au micro-barrage, il va permettre d'irriguer 70 hectares pour 282 exploitants. Nous avons besoin aujourd'hui de maîtriser notre agriculture. Et la maîtrise passe nécessairement par la maîtrise de l'eau. Parce que nous avons des espaces et nous avons des cours d'eau. Ils recèlent beaucoup de potentialités en termes de disponibilité en eau de surface et en eau souterraine aussi. Donc c'est pour cette raison, je dis, c'est des événements majeurs. Et comme le Paris s'est créé pour pouvoir mettre en place des solutions d'irrigation qui peuvent être mutualisées, je crois que déjà nous avons quand même un succès par rapport à ces deux cas-là, qui peuvent être partagés avec les 5 autres pays. La cerise sur le gâteau est la remise officielle par les ministres des kits de démarrage des activités de maraîchage. On note que le Paris, dont la vision est de transformer la vie des communautés vulnérables des pays du Sahel, concerne, outre le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Actualité des FAMA, les forces armées maliennes ont déjoué une embuscade sur la route Guiré-Nara. Elles ont pu neutraliser des terroristes et récupérer d'importants matériels militaires. Des précisions avec Abdoulaye Sako. L'arroseur arrosé. L'ennemi est pris dans son propre piège. Entre Guiré et Nara, à proximité du village de Akor, les terroristes ont tendu le 17 mai 2024 une embuscade complexe contre les FAMA. Comme le disent les Bambara, le couscous n'a pas manqué de sauce. La riposte des forces armées maliennes n'a laissé aucune chance à l'ennemi. Bilan, 6 terroristes neutralisés, 6 motos, un Tolki, un lance-roquette LRAC, un PKM, 5 PM, des boîtes chargeurs et d'importantes quantités de munitions récupérées. Côté ami, on déplore un blessé. La traque des terroristes rescapés se poursuit. L'état-major général des armées félicite cette prouesse des FAMA et rassure que la recherche et la destruction des terroristes continuent. Célébration de la journée du vivre ensemble décrétée en 2017 par les Nations Unies. La célébration de la dite journée vise à sensibiliser la population mondiale sur l'importance du vivre ensemble. Cette année, la cérémonie a été couplée à la remise de matériel de sonorisation à l'ONG Vivre Ensemble par le projet Donkoni Maya de la coopération allemande GIZ. Reportage Benoko Fofana et Abdraman Doka Traoré. Le 16 mai, la journée du Vivre Ensemble, décrétée par les Nations Unies en 2017, est célébrée au Mali par l'ONG Vivre Ensemble. L'objectif de cette célébration est d'appuyer les initiatives de notre gouvernement à stabiliser ces pays. Nous sommes conscients et nous sommes convaincus quand les gens se parlent, quand les gens s'écoutent, ils évacuent des écarts et ils arrivent à l'essentiel, celle de vivre ensemble. Cette journée est aussi l'occasion de rappeler aux populations maliennes les valeurs qui ont longtemps fait leur force et favorisé leur cohésion, valeurs qui aujourd'hui sont menacées. Ensemble, grâce à notre résilience culturelle, j'en suis convaincu, nous vaincrons l'obscurantisme et l'extrémisme violent. Parlant de la culture, l'ONG Vivre Ensemble, dans sa politique, s'appuie sur les activités culturelles afin de véhiculer les messages de sensibilisation pour le vivre ensemble. Afin de faciliter la transmission des messages,
Elle reçoit en ce jour des équipements de sonorisation du projet Donkonimaya de la coopération allemande GIZ. L'association Festival Vivre Ensemble Tombouctou a en janvier 23, suite à un appel à la proposition de l'Union européenne, bénéficié d'une subvention pour le projet intitulé Brassage interculturel, artistique et sportif des jeunes des régions de Tombouctou et Taoudéni pour la paix et la cohésion sociale. À travers le projet PROSAR, nous appuyons le renforcement de la résilience des populations vulnérables face aux crises alimentaires et nutritionnelles. Nous sommes fiers de pouvoir approuver aujourd'hui l'association Vivre Ensemble et son centre culturel Flamme de la Paix avec un lot d'équipements de son et lumière. Ces équipements permettront d'amplifier la voix de la paix et de la fraternité, en offrant une plateforme d'expression aux artistes locaux et en favorisant les échanges culturels. Le coût total de la donation se chiffre à 30 millions de francs CFA. Le comité de veille mis en place par le suivi de la paix et la cohésion sociale entre des villages du cercle de Kolondjeba vient d'organiser une pêche collective. Cette pêche est la suite de plusieurs rencontres qui ont eu lieu entre les communautés vivant dans les 3 villages pour lever toute équivoque sur cette partie du fleuve dénommée Baflaché qui faisait l'objet d'un désaccord entre les dites communautés depuis 2017. De Bougouni, Jafar Aïdara. Cette partie du fleuve Baflaché, c'est-à-dire l'interjection du fleuve Banifi et le Badje, était au cœur d'un paradoxe entre les villages de Nyakurazana, Banankoro et Negela qui avaient engendré la suspension de toutes les activités de pêche sur ce fleuve depuis 2017. Après 7 ans de désaccord, un compromis a été trouvé entre ces villages depuis octobre 2023 grâce à la médiation de l'ONG HT. Il y avait un conflit intercommunautaire. Dieu merci, ce conflit a été étouffé grâce aux différentes assises qui ont eu lieu entre les 3 villages. C'est pourquoi nous avons organisé cette pêche collective que l'on faisait ensemble auparavant pour montrer à la face du monde que la paix est effective ici. HD aujourd'hui est très satisfait de ce qui s'est passé dans la gestion du conflit qui opposait Banankoro à Negela, y compris Nyakurazana. Au début, ça n'a pas été très facile. Cette pratique ancestrale qui avait perdu toutes ses valeurs d'antan à cause du conflit intercommunautaire vient de reprendre son cours normal, cela avec la volonté constante de la population de ces 3 villages, mais surtout l'implication des autorités coutumières, politiques et administratives du cercle de Kolondjeba. Je suis un préfet très heureux. Les 3 villages en conflit qui avaient rompu tout lien de partage, de pêche, de liens sociaux. Aujourd'hui, ils viennent de nous prouver que la paix est revenue. Un pas de géant est ainsi franchi dans le processus de maintien de la paix et la cohésion sociale entre ces 3 villages. En 3e région, la capitalisation des actions des commissions foncières et le renforcement du système d'autonomisation des fêtières sont entre autres recommandations du 6e comité technique du PAFA2. La clôture des travaux était marquée par la remise de chèques à des jeunes porteurs de projets. Moustapha Doumbia, Taïrou Konati. La remise des chèques à des jeunes porteurs de projets productifs est l'un des actes forts de la fin des travaux du 6e comité technique du PAFA2. Cette remise concerne un premier lot de 24 projets retenus dans le cadre du programme d'appui aux filières agro-pastorales et du programme de développement rural et sécurité alimentaire. Le PAFA2 est financé par les coopérations suisses et luxembourgeoises et le programme de développement rural et sécurité alimentaire est financé par la coopération luxembourgeoise. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces 2 programmes, des appels à proposition de projets productifs pour PAFA 2 et des projets d'initiative privée MLI 021 ont été lancés par le Conseil régional courant l'année 2023. Les filières concernées sont le lait local, la pomme de terre, le fonio, le sésame, le riz, l'embouche, l'aviculture, le maraîchage, ainsi que les métiers de la transformation liés aux filières riz, mangue, anacarde, fonio, karité, semences, entretien et maintenance des équipements
agricoles. Le comité technique du PAFA 2 a planché sur l'état d'exécution des activités programmées et a proposé des pistes de solutions aux difficultés rencontrées. Le PAFA 2 concerne des éléments essentiels du développement de la région, le lait local et la pomme de terre. Ces projets vont permettre d'abord la diversité des spéculations, augmenter la production et la productivité, mais aussi résoudre une question essentielle qui est l'employabilité des jeunes. Le 6e comité technique du PAFA 2 est sanctionné par des recommandations, parmi lesquelles la capitalisation des actions des commissions foncières, le renforcement du système d'autonomisation des faîtières et la mise en place d'un dispositif diligent de traitement des dossiers de financement au niveau des institutions financières. Où est parti le panier de la ménagère, cet ustensile traditionnel pour faire des courses? De nos jours, les femmes utilisent de plus en plus de sachets plastiques au détriment de ce panier. Les sachets plastiques, pour la plupart non biodégradables, sont nuisibles pour l'environnement et même pour les animaux. Heureusement, certaines femmes se démarquent en utilisant toujours les paniers, nous dit Soumo Waïda. Elles sont nombreuses ces femmes qui sollicitent les sachets en plastique en lieu et place du panier de la ménagère pour faire leurs courses. Nous avons rencontré 2 dames au marché qui ont leurs condiments dans ces sachets. Chacune a son avis sur la question. Je viens de quitter directement l'hôpital où je suis partie faire vacciner mon enfant. Je n'ai pas eu le temps de retourner à la maison pour prendre le panier. C'est pour cela que j'ai mis mes condiments dans les sachets. Avant, je venais acheter des condiments dans un panier, mais des condiments comme les tomates peuvent couler à travers le panier et cela peut salir l'intérieur de ma voiture. C'est pour cela que je prends des sachets qui me coûtent à chaque fois de 100 à 200 francs CFA. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, cette situation n'arrange pas les vendeurs de condiments. Si les femmes viennent au marché sans un panier, cela ne m'arrange pas du tout, car je peux perdre 10 000 francs par jour dans l'achat des sachets pour satisfaire ma clientèle. L'utilisation excessive des sachets n'est pas sans conséquences. Selon des spécialistes, elles posent des défis environnementaux et même sanitaires en raison de leur impact nuisible, et ce n'est pas tout. Les conséquences peuvent être classées à 3 ou 4 niveaux. Le premier niveau, ça c'est la dégradation visuelle. Il y a la dégradation des sols aussi. Les déchets plastiques, il y a certaines catégories de déchets plastiques qui peuvent faire 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, sinon 100 ans, soit sous l'eau ou bien sous la terre. Donc, ce qui entraîne vraiment une dégradation des sols. Bon, aussi, il y a la pollution environnementale. L'environnement étant pollué, les populations également font la brûlure même de ces déchets plastiques et ces gaz produisent ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Si les sachets plastiques ont volé la vedette au panier de la ménagère, force est de reconnaître que certaines femmes continuent d'utiliser ces récipients. Bien qu'elles soient minoritaires, elles justifient leur choix. Moi, je suis venue acheter mes condiments dans un panier pour mieux les sécuriser, parce que certains peuvent se perdre. Et je conseille à mes consoeurs de prendre cet ustensile en venant au marché. Je suis venue acheter mes condiments dans un panier car je dois acheter une quantité importante. Le panier de la ménagère jouait aussi un rôle social, puisqu'avec cet ustensile, difficile de faire la différence entre pauvres et riches. Le panier était utilisé pour d'autres raisons purement traditionnelles. Avant, on prenait des paniers dans le but de préserver la dignité de nos époux, car à travers cela, personne ne peut savoir combien ils nous ont donné pour le prix de la popote. Toi, ton mari ne te donnerait pas le même prix de condiment que moi, que l'autre là. Donc, chaque femme partait avec le même panier. Rarement, on détectait celle qui est en déficit économique. C'était le symbole du partage, parce que c'est un panier sacré. Une fois que c'est presque abîmé,
dont on l'utiliserait en ce moment-là dans les sections des sociétés d'initiation, comme le Corée, comme le Komo, comme le Jo, comme le Nama. Et là aussi, avec les anciens paniers, on pouvait soigner le mal de ventre pour les femmes. C'est un produit très gynécologique. Au regard de tout ce qui précède, il est conseillé aux femmes de revenir à l'utilisation des paniers pour leurs courses au marché. Cela permettra non seulement de préserver l'environnement, mais aussi de renouer avec cette pratique ancestrale. Bien entendu, retournons au panier. Et saviez-vous que les Dogons sont généralement des cousins à plaisanterie entre eux? Eh bien oui, en plus d'être cousins avec d'autres groupes ethniques comme les Bozo, les Sourins ou les Tamashek, le cousinage à plaisanterie est développé entre les noms, villages et contrées Dogons, un cousinage qui peut parfois aller jusqu'aux interdits. Pour éclairer là-dessus, Cheikh Oumar Sangaré nous ouvre une autre page du grand livre de l'univers fascinant Dogon. Le cousinage ou parenté à plaisanterie Sinakuya est l'un des héritages les plus importants que nous ont légués nos ancêtres. L'exemple le plus solide de ces mécanismes de stabilité sociale est le cousinage à plaisanterie entre Dogon et Bozo. Par-delà, entre eux-mêmes, les Dogons pratiquent le cousinage à plaisanterie. Chaque patronyme a un cousin avec lequel il y a ces pactes de non-agression, il y a ces pactes d'assistance mutuelle, il y a ces pactes de stabilité au niveau de la société. Justement, dans la plupart des cas, le cousinage à plaisanterie au sein de la communauté Dogon et entre les patronymes. À l'origine, il y a toujours un fait social de grande portée à l'image du cas entre les Guindo et les Togo de la zone de Bankas. L'histoire raconte que c'est deux frères de lait. Et dans leur migration, il fallait s'installer dans un endroit et il y avait un puits qu'il fallait creuser. Et le prévoyant, le voyant qui avait dit qu'il fallait creuser un puits quelque part, il avait dit celui qui boirait le premier lot allait décéder, allait mourir. Donc après avoir creusé le puits, l'aîné qui devrait boire en premier lieu parce que lui devrait mourir, il a refusé. C'est le cadet qui a bu l'eau, mais après il n'est pas mort. Donc depuis là, il y a eu un pacte qui a été institué entre les deux noms, les Togo et les Guindo. Et depuis, ça continue entre villages, entre les noms. Et quand vous prenez dans la zone de Koro, vous avez les Dama avec les Gimde, vous avez les Pujugu avec les Nyangali, les Togo avec les Nyangali, vous avez aussi les Kodjo avec les Dion, vous avez les Karambe, Tapili, Seiba avec les Dolo, vous avez les Kasoge avec les Tapili, et il y en a beaucoup. Les Tembine, ils sont cousins au Yalku également, et les Kodjo, ils sont aussi cousins aussi au Sangara. Donc les Tembine aussi de certaines localités, ils sont aussi cousins aussi à d'autres Guindo. Donc ainsi de suite. Au-delà des patronymes, le cousinage à plaisanterie entre Dogons est des fois instauré entre villages ou entre contrées. Il s'applique presque dans toutes les circonstances. Vous prenez un village entre Kenge et Olo, quand il y a un décès dans un village, le jour où l'autre village viendrait saluer, toutes les femmes essaient de mettre leurs moutons à l'intérieur des familles parce que ceux qui viennent, tout mouton qu'ils vont prendre, c'est pour eux. Donc tu n'as pas à te plaindre. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas question de biens, c'est au-delà des individus, c'est au-delà des biens matériels. Le mot Dogon rime bien avec conservatisme, à tel point qu'au sein de la communauté, la sacralité du cousinage à plaisanterie est de mise, d'où les interdits. Il y a le Sinankuya, il y a le Tanamanyongaya, tel que les Dogons ne doivent pas se marier à des bozos, ça c'est le Tanamanyongaya qui sont dans le cousinage. Tel que les Noumou ne doivent pas se marier à des Peuls, ça c'est le Tanamanyongaya qui est l'interdiction qui est là. On se dit que c'est des gens qui ne doivent pas avoir des conflits, c'est pourquoi il est interdit dans certains cas, entre villages et entre patronymes, de se marier entre eux. Donc c'est maintenu, c'est gardé comme tel pour le moment. Jusqu'à présent, dans plusieurs cas, ça marche.
Et oui, ça marche parce que le cousinage ou parenté à plaisanterie est une pratique sociale très stratégique. Des affrontements verbaux sans conséquences néfastes qui sont savamment conçus et vus comme des puissants moyens de décrispation, de cohésion ou de réconciliation sociale. Vous prenez un village qui est en conflit à l'interne et la solution ne viendra pas de ce village parce qu'il y a toujours parti pris, ce qui fait que c'est toujours le village cousin qui vient trancher les différends et qui donne la solution. Sans ces valeurs-là, je crois que la haine va gagner sur l'ordre. Que Dieu nous en préserve. Alors, tâchons de sauvegarder ces liens authentiquement solides pour faire de notre diversité notre principale force. À une autre fois, pour une autre page du grand livre de l'univers fascinant, Dogon. Dunia anda yoro, hey yo. Dunia iridiwe, hey yo. Autre mot de culture, la population de la ville de Kangaba vit au rythme du Festival international des arts et de la culture de Kouroukanfouka. L'édition 2024 est placée sous le thème renforcement de la paix et de la cohésion, règlement des conflits à travers les techniques traditionnelles de réconciliation. Envoyés spéciaux Ibrahim Kaoukounate et Mamadou Sidibé. Symbole du dialogue interculturel et intégration sous-régionale, le Festival international des arts et de la culture Kouroukanfouka de Kangaba est l'un des rendez-vous majeurs de l'agenda culturel au Mali. Il vise à rassembler toute la communauté autour du riche patrimoine culturel du Mandé. Ce festival international a été créé il y a 10 ans dans l'optique de la consolidation et la restauration de nos valeurs culturelles. Ce festival de Kouroukanfouka est plus qu'une simple manifestation. Il témoigne de l'unité et de la diversité culturelle. Oui, ça fait partie du développement parce que les gens se rencontrent ici, de tous les villages. Ça fait partie des recommandations fortes qui ont été proposées par les populations du Mandé afin que le site de Kouroukanfouka puisse présenter un autre visage qui honore notre pays, un autre visage qui pourrait honorer toute l'Afrique. Merci à la population de Kangaba pour la qualité de l'organisation de ce festival. Vraiment, ça renforce la paix entre les communautés. C'est à Kouroukanfouka qui a été proclamée la charte du Mandé en 1236, l'une des plus vieilles constitutions du monde. Ainsi, les alliés ont décidé de promouvoir les valeurs, les attitudes et les comportements propices au dialogue, à la non-violence et au rapprochement des cultures. La cérémonie d'ouverture de la 10e édition du Festival international des arts et de la culture Kouroukanfouka de Kangaba est animée par les griots de Kela. Bamako est devenue la capitale de la mode hier soir pour parler de la nuit du textile africain. Une première ici avec comme thème mode et diplomatie. Ce rendez-vous de l'art a regroupé des stylistes, designers, modélistes, mannequins d'une quinzaine de pays africains autour du riche patrimoine textile africain. C'est une initiative de Marie Kaba de la haute couture. Les temps forts avec Ibrahim Kaoukounate. Pour célébrer, magnifier la créativité, l'élégance et l'authenticité des textiles africains, une trentaine d'acteurs de la mode africaine est venue de différents horizons pour participer à la première édition de la Nuit du textile africain. Cette soirée vise à valoriser et à promouvoir le riche patrimoine textile. Le thème de cette première édition de la Nuit du textile africain, mode et diplomatie, révèle une signification particulière. Plus qu'un simple moyen d'expression artistique, la mode est un langage universel
qui transcende les barrières culturelles et politiques. Mode et diplomatie. Quelle intelligence tout simplement. Parce que ce que nous venons de vivre, ils nous ont fait voyager à travers différentes cultures, mais dans un seul langage. Le langage de l'universel, la mode. Une soirée riche en couleurs a été marquée par des défilés de mode et la présentation de collections des créateurs africains. Écoutez, ma collection s'appelle Contraste. Le contraste, c'est-à-dire entre le noir et le blanc. Voilà, entre, est-ce que vous voulez l'indécision. Donc voilà, donc c'est les origines, c'est beaucoup de questionnements. On vient de passer une période difficile, comme tout le monde le sait, le Covid, qui a laissé énormément beaucoup de monde sur la paille, y compris les créateurs de mode. Hein. Donc voilà, donc, et puis le côté en fait blanc, qui est en fait, si vous voulez, la pureté, de l'espoir en fait, qui veut dire que même si on sort d'un côté obscur, noir, avec des difficultés, il faut toujours garder espoir. Et la collection, c'est juste du waouh, c'est magnifique. Je souhaite un bon vent à tous les stylistes. Cette rencontre des professionnels du secteur permet de mettre en lumière les opportunités et les défis de l'industrie textile contemporaine. Le choix fait à mon pays est une marque de confiance renouvelée et le Mali ne peut que s'en réjouir. Merci à vous tous d'être là pour célébrer, magnifier la densité, la diversité, la richesse, le génie et la créativité africaine. Remise des trophées aux stylistes et des prestations d'artistes ont mis fin à la soirée. Belle soirée. Et sur un autre plan présent, dans le cadre de sa démarche d'aller à la rencontre des jeunes et d'échanger avec eux sur leurs préoccupations, le ministre en charge de la jeunesse était l'invité de l'Institut national de la jeunesse et du sport mercredi dernier. Les deux parties ont échangé sur les opportunités d'emploi qui s'offrent aux diplômés de l'Institut et aux jeunes diplômés d'une manière générale. Mohamed Namakeita nous en dit davantage. À l'invitation de l'Institut national de la jeunesse et des sports, le ministre des tutelles répond. Bien que cet institut offre une formation de qualité, les diplômés font surtout face aux problèmes d'intégration à la fonction publique de l'État. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans le sport de proximité, les services de proximité. Dans ce cadre-là, ces acteurs-là sont les mieux indiqués. Ils sont outillés pour cela, ils sont formés pour cela. Ils ont les idées qu'il faut et je pense qu'à travers ces idées, ce sont des gens qui sont entreprenants et qui sont en mesure de les déployer au bénéfice des communautés. Si nous avons une jeunesse qui est engagée, une jeunesse qui veut bâtir la patrie, on ne fait que les accompagner. La jeunesse malienne, comme tous les jeunes, pense que le seul créneau d'emploi, c'est l'État. Alors que nous avons compris que l'État ne peut pas tout faire. Il y a aujourd'hui l'État, il y a les collectivités territoriales, mais il y a aussi de façon personnelle le privé. Donc vous avez compris, vous avez entendu dans la salle, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites aujourd'hui dans le domaine de la jeunesse et des sports. Et je pense que les jeunes eux-mêmes ont été contents d'entendre qu'il y a des possibilités. Certains de ces propos s'inscrivaient dans la même dynamique que nous voulons. Donc en réalité, le monde est en pleine mutation, donc il faut s'adapter. Échange fructueux. L'assistance semble avoir pris bonne note. Vu l'intérêt de la rencontre, les partis projettent de multiplier les cadres au profit de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Sport Week-end et Kodi Sibi est là avec moi. Bonsoir Kodi Sibi. Bonsoir Mariam, bonsoir à tous. Alors nous débutons par le basketball. L'actualité est dominée par le championnat national de première division. La 10e journée a donné lieu à de belles empoignades. Oui Mariam, en clôture de cette 10e journée, les dames du Djoliba Athletic Club ont dominé Calaban Sport Club 92 à 71. La SRA leader s'est inclinée de justesse 78-76 devant le stade Mélène de Mago. Pourtant, les joueuses de l'ASRL de Mako étaient parvenues à remonter 30 points. Mais finalement, elles se sont donc inclinées. Je ne vous en dis pas davantage. Suivons le compte-rendu de Salif Ouedraogo. Le Stade malien de Bamako, 3e avec 16 points, est face au Real de Bamako, leader avec 17 points. Une revanche est à prendre pour les Blancs de Bamako, battus lors de la phase allée du championnat. Avec un renfort de taille, Alima Dambélé dit ça, les Blancs de Bamako ne perdent pas de temps. Les sadistes s'appuient sur une défense de zone depuis le départ. Les partenaires de Achata Tolo
domine de la tête aux épaules les 2 premiers quart-temps. Score au bout du deuxième quart-temps, 46-26. Dans le troisième art de jeu, la machine du Stade malien de Bamako passe à la vitesse supérieure et remporte le troisième art de jeu avec un bonus de 31 points, soit 70-39. Les Blancs vont s'arracher dans les derniers instants et s'imposent au finish 78-76. Au dernier quart-temps, on a eu vraiment chaud, mais on s'est s'en sorti. Et félicitations à mes joueuses et bravo à l'équipe adverse. C'était un très bon match. Les enfants étaient crispés parce qu'ils ont vu Alima dans l'effectif du stade, parce qu'elle est venue de l'Espagne. Donc depuis là, ils étaient crispés. Le quart de 20 points là, c'est venu de ça. Deuxième au classement avec 16 points, les joueurs du Gueliba AC cherchent à assurer leurs arrières, surtout avec la victoire du Stade malien de Bamako. Tandis que les pensionnaires de Kalban Sport Club veulent gagner pour quitter la zone rouge. Démarrage en demi-teinte avec quelques difficultés. La défense tenait régulièrement bon avec les rebonds en faveur des rouges. À la fin du quart-temps initial, les Golubis ont pris 5 points d'avance, soit 22-17. Le dernier quart-temps est une affaire de gestion de l'avance des rouges, restés concentrés et s'impose à la fin 92-71, soit 21 points d'écart. L'attaque a bien marché et en défense aussi. Des fois, c'était pas trop ça, mais au final, on s'est donné à fond et on a appliqué les consignes du coach. Et on enchaîne avec l'Open d'épée d'escrime qui a eu lieu hier au Centre Olympe Africa de Banankabougou. La compétition concernait les seniors hommes et dames. Oui, on va commencer par les dames, Mariam. Alima Dambélé de l'USFAS a eu raison de Diakassa Koulibaly du club MIFA. Vous allez donc voir les images par 15 touches à 10 liens. La finale chez les hommes a été difficilement remportée. 15-13 par Saliou Saliadjire du club au Palais des Sports devant Kalilou Traoré de l'USFAS. Eh bien, les 8 meilleurs escrimeurs de la compétition ont tous reçu des médailles et des enveloppes symboliques. Rappelons que 13 escrimeurs ont participé à cette compétition de la Fédération malienne d'escrime. Et à présent, les nouvelles du tournoi de tennis des jeunes. Oui, le tournoi dénommé Tournoi des congés de Pâques a vu le sacre de Abdul Karim Koulibaly qui s'est imposé en finale devant Tchemokoso. Eh bien, la compétition a été organisée par la Fédération malienne de la discipline et les clubs. Le compte rendu de Awakamisoko. La Fédération malienne de tennis a une fois de plus honoré son engagement en organisant les tournois de tennis dénommé Tournoi Congé de Pâques. La finale de cette compétition a vu la victoire du jeune Abdul Karim Koulibaly devant Tchoukourou Diallo en catégorie junior par 17-0. Un match joué jusqu'à la dernière minute par les jeunes qui ont démontré de quoi ils sont capables. Du côté des cadets, El Béchir Diarra gagne devant Karamogo Kanté par le même score 17-0. Nous venons de participer à une finale de très belle facture. Et les jeunes se sont donnés à cœur joie et avec le niveau requis. Les finalistes malheureux et les vainqueurs ont reçu des cadeaux, plus le trophée pour les champions. Voilà, Mariam, ce sera tout pour ce soir. On va développer tout cela dans l'émission Score de ce lundi aux alentours de 21h. C'est noté. Merci beaucoup, Koji Sibi. Merci bien. Merci. Et avant de nous quitter, en prélude au 25 mai, journée de l'Afrique, votre émission Questions d'actualité fait un gros plan ce soir sur l'unité africaine avec cette interrogation. Comment y parvenir? Sira Bachili reçoit professeur Asetoufune Samake, migrant, coordinatrice nationale du mouvement fédéraliste panafricain, et Modibo Keïta, historien. À suivre donc après l'émission Défense citoyenne. C'était l'essentiel de ce 20h week-end. Demain, 20h, Nyanya Aliou Traoré. Mais avant, ne ratez pas le 13h avec Hawa Makamara. Excellente semaine à tous. Bonsoir.